Euh, discuter cette présentation, c'est Thierry Galli qui va prendre la parole pour un quart d'heure également. Oui, donc bonjour à tous. Donc en premier lieu, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'organisation actuelle, on m'a demandé en un mot de dire ce que c'est qu'un ITMO. Donc c'est un institut thématique multi-organisme donc qui regroupe l'INSERM, le CNRS, l'INRA, l'Institut Pasteur de Sécurité, etc. Et donc nous sommes organisés selon un certain nombre de thématiques. Et depuis un petit peu plus d'un an, je suis directeur adjoint de l'ITMO, Biologie cellulaire, développement, évolution. Et la reproduction et le développement embryonnaire font partie des thématiques de cet ITMO. Donc en premier lieu, je voudrais remercier Pierre et le groupe de travail parce que les discussions qui ont eu lieu, qui ont conduit à la production de la note dont on vient d'avoir le compte-rendu est tout à fait excellent, extrêmement intéressant et très certainement un point de départ pour des actions futures. En tous les cas, je l'espère et c'est tout à fait dans ma volonté que l'ITMO y participe. Donc, comme tu l'as dit en introduction, j'ai moi-même été en fait interpellé par un chercheur INSERM qui travaille sur le développement précoce sur l'embryon et qui m'a interpellé sur les difficultés nombreuses et multiples, réglementaires, mais qui se logent à un niveau extrêmement pointilleux. Par exemple, il doit déclarer dans quelle salle il effectue ses recherches, et s'il doit changer de salle parce qu'il y a des travaux pour remettre aux normes la climatisation, il doit refaire le dossier, etc. Donc, évidemment, ensuite, on fait le constat qu'il y a très peu de projets de recherche menés en France en comparaison avec d'autres pays européens. Et ça, c'est certainement préjudiciable à bien des égards. Ce qui m'a interpellé dans ce que vous avez écrit, c'est que finalement, l'embryon humain, au niveau des connaissances, c'est une boîte noire, alors que ce devrait être l'objet de recherche pour comprendre, déjà d'un point de vue tout à fait fondamental, parce que les chercheurs qui travaillent dans le domaine disent tous que les travaux chez l'animal ne permettent pas d'aborder complètement ce qui se passe chez l'homme. Et deuxièmement, comme le rapport le souligne, l'embryon doit être aussi l'objet de soins, mais comment soigner si d'abord on ne connaît pas? Donc entre les gamètes et finalement le nouveau-né, est-ce qu'on a le droit d'avoir ce discontinuum et cette absence de connaissances dont on se satisferait pour tout un tas de raisons dont on pourrait discuter, mais ce n'est peut-être pas l'objet aujourd'hui. Donc vous préconisez un certain nombre d'actions. Je crois qu'en fait, elle se dirige, pour être un peu schématique, en direction de trois, peut-être même de quatre types de personnes. D'abord, il y a le public. Certainement qu'il faut arriver à convaincre la population au sens large, ou un minimum de personnes tout au moins, que des recherches sur l'embryon ont un sens et qu'elles doivent être menées, et essayer de convaincre. Donc effectivement, si à travers l'ITMO, on peut participer ensemble à produire des éléments d'information pour le grand public, je pense que ça sera très positif. La deuxième chose, le deuxième type de personnes auxquelles on doit s'adresser, c'est les décideurs au sens large, à tous les niveaux. Parce que d'une manière évidente, quand on regarde les différentes lois, les différents décrets, tout ce que votre rapport met en lumière, on se rend compte que, à un moment donné, il faudra des évolutions réglementaires pour que réellement les choses soient plus simples et que les chercheurs puissent développer des projets. Donc on ne peut pas en rester là et se satisfaire, y compris de la dernière loi
à ce sujet. Il y a le public des chercheurs qui peuvent engager des projets. Il faut les convaincre et les motiver à relancer des propositions, à se mobiliser. Le chercheur qui m'avait interpellé me disait, mais l'un des problèmes que j'ai, c'est que les jeunes chercheurs ne veulent pas venir dans mon laboratoire et ne veulent pas s'engager dans ce type de projet, les jeunes médecins ou des biologistes, parce que justement, il y a toutes ces difficultés réglementaires et qui se disent, on ne va jamais arriver à publier, on n'arrivera pas à travailler, etc. Donc tout se tient, mais d'une certaine manière, il faut aussi arriver à mobiliser la communauté des chercheurs et peut-être à créer un effet boule de neige pour que chaque action amène des progrès. Et les quatrième volet d'action que tu avais mis en tête dans ton diaporama, c'est effectivement le côté financement. Alors c'est certainement difficile de mobiliser peut-être les financements associatifs ou privés. Par contre, je pense que nous avons à conduire une action auprès de l'ANR pour envisager peut-être des actions spécifiques qui, dans tous les cas, n'engageraient pas un budget énorme de l'ANR, vu qu'au départ, il n'y a pas un nombre d'équipes énorme. Donc, il s'agirait de les soutenir, de promouvoir cette recherche et de faire en sorte qu'on puisse vraiment changer de paradigme. Je pense qu'on doit aussi être amené à travailler avec le GDR Reproduction qui a démarré en 2014, qui regroupe un grand nombre d'équipes impliquées dans le domaine de la reproduction et donc beaucoup plus large que la question qui est évoquée ici, parce que ça peut permettre justement d'attirer des équipes qui, à l'heure actuelle, ne travaillent pas sur l'embryon humain, mais qui ont les moyens de le faire, qui pourraient, à côté de leurs expérimentations chez l'animal, avoir une valence supplémentaire sur l'embryon humain. Des sociétés savantes aussi, donc je ne sais pas lesquelles seraient prêtes ou pas à jouer un rôle, mais c'est certainement quelque chose qui est à faire. Et pour terminer, avant d'ouvrir la discussion, je dois dire que quand on pense, moi qui suis dans le domaine de la biologie cellulaire, au progrès extraordinaire des approches de microscopie sur le vivant, et des approches de génétique et d'épigénétique des 10 ou 15 dernières années, c'est tout à fait aberrant, finalement, que l'embryon humain ne bénéficie pas, pour des raisons essentiellement politiques, religieuses, etc., de toutes ces avancées extraordinaires, et donc qu'on soit, comme je le disais au départ, face à un champ d'ignorance au lieu d'être face à un champ de connaissance. Donc voilà, encore merci pour ce rapport, et puis je crois qu'on peut prendre les questions de la salle.